Eh bien, nous allons poursuivre avec le dossier numéro 3. C'est un enfant de 26 mois, donc là, cette fois-ci, on est passé chez un grand nourrisson, sans antécédent particulier, qui a une rhinorrhée claire. Donc c'est une manière très médicale de dire que c'est un petit morveux, n'est-ce pas? Avec une toux peu productive depuis 48 heures, avec une fièvre. On demande de vérifier son carnet de santé, ce qu'on fait toujours. Le carnet de santé, c'est véritablement le curriculum vitae, le CV que le nourrisson et que l'enfant a toujours sur lui. Quel vaccin doit-il avoir reçu? Donc on va faire le calendrier vaccinal universel qu'on a en France. Le fièvre 38,2 avec un enfant conscient, une gorge rouge, tympan congestif, et puis il commence à avoir des adénopathies cervicales. On vous demande le diagnostic à évoquer alors qu'il n'a aucune détresse respiratoire. Et puis 3 jours plus tard, à ce moment-là, il y a une rhinorrhée majorée avec une toux productive. Donc on voit que manifestement, au début, c'était un problème qui était que ORL, qui va descendre un petit peu plus bas dans l'arbre respiratoire. On vous demande le diagnostic le plus probable, avec des signes de gravité clinique qu'il va falloir rechercher. Et puis, si l'enfant ne présente pas des signes de gravité clinique, donc probablement on ne va pas l'hospitaliser, on vous demande les examens qu'on demande, avec le traitement en ambulatoire. Et puis, on revoit la maman parce que son deuxième garçon, comme quoi quand on fait 2 enfants, on a 2 fois plus de chances d'avoir un enfant malade, bien sûr. Il commence à tousser dans la matinée, mais il a convulsé. Donc là, on passe, vous avez vu, problème ORL, vaccination, puis ensuite problème pulmonaire, puis maintenant problème neurologique avec la convulsion dans un caractère fébrile. Qu'est-ce qui doit faire en sorte de rassurer la maman? Et puis votre examen étant rassurant, il a une rhinopharyngite. L'externe vous demande s'il y a un bilan à réaliser. L'externe, c'est un peu le candide. Vous êtes externe et vous dites je sais ce qu'il faut faire. Ce n'est pas la peine d'écrire dans l'énoncé l'externe. Mais ça fait partie du correcteur de vous mettre encore dans la peau, de vous rabaisser dans la peau de celui qui ne sait pas encore. Ça permet à celui qui vous pose la question de se dire c'est bien celui-là, il ne va pas encore me mettre un coup de pied au derrière pour me virer du bureau dans lequel je sévis. Alors, on y va, vous êtes donc des externes compétents, consciemment compétents. Avant de l'examiner, carnet de santé. Le vaccin, si vous voulez, voilà le vaccin, le calendrier vaccinal tel qu'il est, mais j'aimerais faire un bref rappel pour que au moins les choses soient claires. 1, à la naissance. À la naissance, il y a 2 vaccinations possibles. 1, si la mère a une sérologie hépatite B positive, il va falloir faire une sérovaccination avec le bébé. Donc c'est l'antigène HBS, encore plus l'antigène HBE positif. Et puis le BCG à la naissance uniquement si on est dans un facteur de risque en particulier avec, dans le contact proche, une tuberculose avérée. Sinon, on va faire le BCG un petit peu décalé. Après, le calendrier vaccinal, il commence à l'âge de 2 mois. Je rappelle que le BCG n'est plus obligatoire depuis déjà plusieurs années. Il est recommandé uniquement s'il y a des facteurs de risque. Sinon, il n'est pas à faire du tout. À partir de 2 mois, on a combien de valences vaccinales à proposer aux nourrissons? La réponse est 7. Il y a 3 vaccins obligatoires, diphtérie, tétanos, polio. Et parmi les 7 vaccinations qu'on lui propose, c'est diphtérie, tétanos, polio, puis ensuite hémophilus influenzae type B, ensuite coqueluche et ensuite hépatite B. Et puis, dans un vaccin qui n'est pas le même, donc il faut faire un deuxième piqûre, on lui propose le vaccin antipneumococcique qui s'appelle le Prevnar, qui lui va protéger contre 13 valences. Il y a encore quelques années, c'était 7 valences. Maintenant, il propose contre 13 valences. C'est un vaccin extrêmement performant qui a permis de réduire à néant toutes les méningites à pneumocoque qu'on voyait dans la première année de vie et qui avaient un pronostic si sombre. Ensuite, ça c'est à 2 mois. À 3 mois, on fait combien de valences? 5, c'est-à-dire pareil qu'à 2 mois, sauf on ne fait pas le Prevnar, on ne fait pas l'hépatite B. À 4 mois, on fait pareil qu'à 2 mois, donc on est encore avec 7 valences. Puis ensuite, le rendez-vous vaccinal qui suit, c'est à l'âge de 9 mois. Si l'enfant rentre en collectivité, on va lui proposer le rougeole, oreillon, rubéole, avec une deuxième dose et non pas un rappel, une deuxième dose. Ce n'est pas la même chose, une dose suffit, mais la deuxième dose est faite pour
élargir la couverture vaccinale contre la rougeole en particulier, eh bien dans la 2e année de vie. Ou sinon, on fait le rappel de l'Hexavac, c'est-à-dire les 6 valences, sauf le Prevnar, on le fait vers 15-18 mois. Le rappel Prevnar, lui, on le fait à 12 mois si possible, 2, 4 et 12. Et puis, entre 1 et 24 ans, depuis peu, le méningocoque C est recommandé et remboursé par la Sécurité sociale. Donc là, vous avez vu dans les 2 premières années quel est le calendrier vaccinal. Puis les autres rendez-vous sont ultérieurs. Là, vous savez qu'à l'âge de 5-6 ans, on va faire diphtérie, tétanos, polio. Et puis à l'âge de 10-11 ans, on va faire diphtérie, tétanos, polio et coqueluche. Et puis qu'à l'âge de 12 ans, on va le vacciner contre la varicelle. Et à 14 ans, chez les filles, vacciner contre l'HPV, c'est-à-dire le papillomavirus, pour éviter un cancer du col de l'utérus ultérieurement. Donc les diagnostics à évoquer ici chez un enfant qui a le nez qui coule et qui tousse sans avoir de polypnée ni aucun problème, c'est évidemment une rhinopharyngite aiguë. Vous allez dire, ça peut tomber la rhinopharyngite à l'ECN ? Oui, ça peut tomber. Donc il faut en parler avec un traitement ambulatoire, traitement de la fièvre. Ça, c'est toujours à savoir, même si vous n'avez plus à savoir la posologie, si on regarde le nouveau programme, vous avez quand même à connaître les mesures physiques, hydratation, dévêtir. Vous savez qu'on ne met plus les enfants dans le bain, puisque après, au sortir du bain, du coup, il y avait la montée de la température importante, et puis du paracétamol. Le traitement de la rhinopharyngite, c'est traitement à la fois de la fièvre et puis du nez, puisque rhinopharyngite, c'est le nez qui est pris. Et pour ça, il faut faire une désinfection rhinopharyngée avec du sérum physiologique et savoir que, évidemment, on consulte s'il y a une aggravation. Et effectivement, là, il y a eu une aggravation puisque l'enfant a commencé à tousser, à faire beaucoup de fièvre, à respirer un petit peu plus vite. Et manifestement, étant donné qu'il a moins de 3 ans, qu'il a fait une fièvre très sévère suite à une rhinopharyngite, on est probablement dans le cadre d'une pneumonie franche-lobaire aiguë ou d'une pneumopathie à pneumocoque, dont il faut savoir évaluer les critères de gravité, parce qu'une pneumopathie, comme une bronchiolite chez le plus petit, si on l'hospitalise, c'est qu'il y a des caractères de gravité, on peut avoir une détresse respiratoire sévère. Alors, c'est quoi les critères qui sont à rechercher ? Eh bien, premièrement, c'est le sepsis sévère ou des troubles hémodynamiques, mais ça, c'est un peu comme pour l'infection urinaire ou comme la bronchiolite, plus c'est grave et plus il faut les hospitaliser. L'insuffisance respiratoire, évidemment. Et puis l'âge, alors la bronchiolite, vous savez, c'est 6 semaines, là, vous voyez, c'est 6 mois. Des terrains particuliers, la précarité sociale ou la problématique d'une surveillance qui n'est pas adéquate. Et puis, comme pour la bronchiolite, si l'enfant vomit, a une déshydratation, eh bien, ça va assécher le mucus et donc favoriser la pérennisation de la pneumopathie. Donc, il faut l'hospitaliser. Et puis, évidemment, s'il y a un échec du traitement ambulatoire, il va falloir hospitaliser pour faire un bilan. Donc, pneumopathie, pneumonie ou pneumopathie à pneumocoque, est-ce qu'on l'hospitalise, est-ce qu'on ne l'hospitalise pas ? Et puis, s'il ne présente pas de signe de gravité, eh bien, évidemment, qu'est-ce qu'on va lui proposer ? C'est un traitement en externe après avoir fait le diagnostic de certitude. Et le diagnostic de certitude d'une pneumopathie, ce n'est pas un diagnostic clinique, même si vous en écoutez des crépitants, c'est un diagnostic radiographique avec une radio standard, comme ici, où on voit, s'appuyant sur la scissure, eh bien, tout le lobe qui est pris. Alors là, on ne le voit pas très bien, mais parfois, il y a des petits stigmates de bronchogramme aérien qui définissent le caractère alvéolaire de la pneumopathie. Évidemment, il y a des diagnostics différentiels, on l'avait vu dans le dossier 1, en particulier avec la péricardite, très bien. Et puis, le traitement qu'on lui propose, c'est un traitement ambulatoire, on a dit on ne l'hospitalisait pas, puis de l'amoxicilline parce qu'il a une pneumonie à pneumocoque, on traite la fièvre, la DRP, tout le reste, véritablement, n'a que peu d'intérêt. Je rappelle qu'aucun antitussif ou aucun mucolytique n'est à prescrire en cas de pneumopathie en particulier, mais en cas de tout en général. Chez le nourrisson, on ne donne jamais d'antitussif ou de mucolytique. C'est éventuellement chez l'adulte, et encore, à mon avis, c'est inutile.
qu'est-ce qui permet de rassurer la maman dans le contexte de crise fébrile? C'est que celle-ci est occasionnelle. On va rentrer dans le cadre dit de crise fébrile occasionnelle ou de crise convulsive hyperthermique dite simple, puisqu'elle en a effectivement tous les critères. Vous savez que la crise convulsive hyperthermique, c'est quand même 3 à 5% de la population française, donc c'est quand même très très fréquent. Et le fait qu'il y ait un développement psychomoteur normal et qu'il n'y a pas d'antécédents d'épilepsie dans la famille ou de convulsions chez l'enfant, ça montre que le facteur de récidive ou le risque de recommencer n'est pas très très important. L'examen est rassurant, donc il a juste fièvre 39 associée à une rhinopharyngite et on vous demande est-ce qu'il y a un bilan à rechercher. Évidemment, il n'y a aucun examen. Si l'enfant avec cette convulsion avait eu moins de 1 an, il aurait fallu faire une ponction lombaire. Parce que ça, crise convulsive hyperthermique, moins de 1 an, ça veut dire qu'il faut faire une ponction lombaire pour éliminer une méningite. Mais au-delà de 1 an, en fonction du caractère clinique, on n'a vraiment pas besoin de se projeter devant un risque qui va plus inquiéter la maman que d'avoir un véritable bénéfice diagnostique. Donc là, ce qu'il faut retenir dans ce dossier qui est beaucoup plus court, mais qui montre aussi une transversalité certaine, c'est bien le calendrier vaccinal, le traitement de la fièvre, la pneumopathie avec les conférences de consensus. Et pour arriver à bien comprendre tout ça, ici vous voyez ce qu'on appelle l'herpès nasolabial. Herpès nasolabial associé à une pneumonie franche lobaire aiguë, probablement, très probablement, voire sûrement, on est dans le cadre d'une pneumopathie à pneumocoque. Alors que quand on est devant des lésions cutanées type érythème polymorphe, comme vous le voyez en cocarde, associé à une pneumopathie illifuge mal systématisée ou plutôt interstitielle, on est plutôt devant une pneumopathie à mycoplasme. Donc vous voyez ici les deux grands cadres syndromiques de type de pneumopathie chez l'enfant. Alors quand on est devant une situation difficile où on doit rassurer la mère, il faut savoir que, évidemment, à chaque fois, on a toujours le même schéma, conscience, respiratoire, hémodynamique, terrain et tolérance digestive. Ça nous permet toujours d'avoir un guideline qui permet de savoir est-ce que c'est grave, c'est pas grave, est-ce qu'il faut hospitaliser ou il ne faut pas hospitaliser. Et c'est important de bien faire le distinguo entre cette crise occasionnelle qui va probablement ne pas évoluer, puis celle qui peut récidiver ou même mal tourner dans le cadre en particulier de syndrome de Dravet, ce qu'on appelle. Ils font des crises convulsives hyperthermiques, puis après ils font des véritables épilepsies myocloniques. Donc c'est un enfant qui fait des crises partielles, des crises de plus de 15 minutes, avec un déficit post-critique et qui a moins de 9 mois. Là, il faut toujours quand même se méfier qu'on soit dans un problème. Donc encore un dossier très transversal, même s'il est plus court, il a donné un échantillon intéressant pour arriver à couvrir l'ensemble de la pédiatrie.